pas du tout que ce rapport, ce livre blanc, marque la fin de la France en tant que grande puissance. Déjà, il y a tout un débat sur les mots. Est-ce que la France est encore une grande puissance? Moi, je pense qu'elle est encore importante, puisque quand on regarde les 192 pays du monde, il y a les États-Unis qui sont clairement au-dessus, ce que j'ai appelé il y a quelques années l'hyperpuissance. Il y a d'autres pays en train d'émerger ou de réémerger, comme la Chine ou la Russie. Et il y a des pays qui sont encore des vraies puissances, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont au G8, qui ont encore une armée très significative, une capacité d'influence dans le monde considérable, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne qui le redevient, et sans oublier les autres pays qui réémergent. On arrive à une dizaine de pays qui comptent beaucoup, énormément ou beaucoup. Sur 192 pays des Nations Unies, c'est beaucoup. Donc la France n'est pas devenue une puissance moyenne, ni encore moins à rien. Elle est une puissance d'influence mondiale, mais elle n'est pas la puissance dominante que sont les États-Unis. Donc ça nous place dans une bonne catégorie. Par rapport à ça, il y a la question des moyens militaires. Alors on peut toujours, évidemment, regarder les demandes de chaque armée qui voudrait beaucoup plus, mais si vous comparez aux autres puissances militaires dans le monde, la France a une puissance significative. Si vous regardez en Europe, tout le monde sait bien qu'il y a deux pays qui ont une capacité, qui ont gardé une capacité, la Grande-Bretagne et la France. D'abord, ce sont les deux pays qui ont une dissuasion nucléaire nationale. Pour l'ensemble de l'Alliance, il y a la dissuasion nucléaire américaine, mais sinon il y a deux pays qui en ont une et qui ont une capacité d'intervention à l'extérieur, et c'est des armées dont les forces spéciales, les forces combattantes sont très, très appréciées, elles sont au meilleur niveau mondial. Bon. Il y avait depuis un certain temps une difficulté à faire certains choix, parce que, en dépit de ce que je viens de dire qui est positif, on ne peut pas tout faire en même temps. Et moi, je trouve plutôt que ce livre blanc est un livre blanc réaliste. Par exemple, avant on disait qu'il faut être capable de projeter 50 000 hommes dans l'hypothèse d'un conflit qui, heureusement, n'est pas, on ne voit pas lequel, mais enfin, il faut avoir cette capacité. On va descendre à 30 000. Donc les gens disent c'est terrible, 50, 30, on s'effondre. Pas du tout, on était incapable de projeter 50, en fait. Donc c'était des annonces de papier. Au moment de la guerre du Golfe, le numéro 1, tout à fait légitime, l'accord des 5 membres permanents, on a eu le plus grand mal à constituer la division de Daguet de 15 000 hommes. Donc il y a une sorte d'adaptation en réalité que, en gros, je dirais, le travail qui a été fait dans le livre blanc sur ce point, il fallait qu'un gouvernement le fasse. La dissuasion nucléaire, depuis l'origine, est censée dissuader n'importe quel agresseur, qui soit symétrique ou asymétrique. D'ailleurs, la conception française de la dissuasion, qui était d'avoir juste le minimum nécessaire pour dissuader n'importe quel agresseur de s'en prendre à nous ou à nos intérêts vitaux, ça s'appelle la dissuasion du faible au fort, depuis l'origine. Donc nous sommes dans une dissuasion asymétrique, mais suffisante, puisque la dissuasion, c'est tellement terrifiant, la menace, que précisément la guerre n'éclate pas. La paix est garantie par ce point. Donc c'est une chose, on n'a pas découvert les choses asymétriques avec les événements récents. D'autre part, toutes les puissances coloniales européennes ont été confrontées pendant la décolonisation à des situations asymétriques, où il y avait des armées modernes, en principe, bien entraînées, confrontées à des guérillas, dont ils n'arrivaient pas à venir à bout, parce que la guérilla est insaisissable par nature. C'est la même chose quand on a affaire à des actes terroristes, mais qui sont incompréhensibles si on ne le remet pas dans leur contexte politique et régional. C'est pour ça que la simplification de l'administration Bush, la guerre au terrorisme, ça a été complètement une régression complète, sur le plan conceptuel et stratégique et militaire. C'est une technique, en fait. Alors, par rapport à ça, il y a des réponses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de cas où la réponse est clairement militaire avec des stratégies défensives, ou dissuasives, ou offensives. Ce n'est pas tellement notre contexte actuel, mais ça peut se concevoir. Et il y a un certain nombre de cas ou de menaces où la réponse n'est pas que militaire. C'est une action de prévention en amont, c'est une action d'information, une action de renseignement, une action évidemment politique. C'est évident à propos du tout le paquet Proche et Moyen-Orient, qu'il n'y a pas de solution purement militaire, de même que j'avais dit à l'Assemblée nationale que la question de Tchétchénie ne pouvait pas se régler d'une façon que militaire, il y a une dimension politique, et on peut le dire sur de très nombreux conflits dans le monde. Donc on est évidemment armé par rapport à ça si on est capable de concevoir une politique intelligente. Mais on n'est pas armé si on pense à ces menaces nouvelles, enfin nouvelles, pas si nouvelles que ça d'ailleurs, uniquement en termes militaires ou technologiques. Ça ne suffit pas. C'est une combinaison qu'il faut avoir à l'esprit. La France a des... D'abord, la France n'est pas seule, elle est dans un système d'alliance. Et indépendamment du débat d'être dans l'OTAN, en tout cas dans les organes militaires intégrés de l'OTAN, la France a toujours été dans l'alliance, elle n'en est jamais sortie, donc la France n'est pas seule par rapport à ça. Et puis il y a des clauses au fur et à mesure que
On avance dans les traités européens, il y a des clauses de solidarité de plus en plus fortes, qui sont d'ailleurs plus déclaratoires qu'autre chose, parce que le vrai système militaire, c'est celui de l'Alliance. Donc la France a une armée classique qu'elle est en train de moderniser. Elle va regrouper des choses, supprimer des bases inutiles, avec peut-être moins d'hommes, mais une technologie plus avancée, plus facile à projeter, donc il y a une capacité militaire. La capacité de renseignement, bon, ça dépend d'elle, mais de l'ensemble des autres services avec lesquels elle coopère, et aucun service n'y arrive tout seul, même pas les Américains. Il y a la capacité spatiale, bon, mais l'Europe, grâce à la France d'ailleurs, grâce au volontarisme politique de l'affaire Ariane au début, a quand même des capacités satellites aussi. On sait que nous avons de grandes entreprises, dans nos grandes entreprises mondiales, globales, en matière de haute technologie qui sont vraiment au top. Donc oui, on a une série d'éléments. Quant à la politique, bon, ben, c'est sujet par sujet qu'il faut voir si la politique menée par la France ou par les Européens ou par les Occidentaux ou par les Américains seuls est la bonne ou pas.